Les anciens textes indiens évoquent des chars richement ornés, voire des palais entiers, connus sous le nom de Vimana, capables de s'élever dans les airs et de parcourir, en quelques secondes, des distances allant jusqu'à l'espace. Si certains considèrent ces Vimana comme relevant exclusivement de la mythologie indienne, d'autres estiment qu'ils pourraient s'inspirer d'une technologie véritable, perdue au fil des siècles. Selon les textes de l'ancien Veda indien, il existait des Vimana variés, comme le Vimana éléphant doté de plusieurs moteurs, ainsi que de nombreux modèles portant des noms d'animaux ou d'oiseaux. Certains étaient conçus pour des trajets locaux, d'autres pour voyager à l'étranger, et d'autres encore pour explorer la Lune ou d'autres planètes. Ils pouvaient atteindre des vitesses stupéfiantes. L'un des Vimana possédait la capacité exceptionnelle de se rendre invisible. Un autre, en forme de sphère, était propulsé par les vents de Mercure. Ce modèle aurait produit un rayon immense, comparable à celui du Soleil, et un bruit retentissant semblable au tonnerre. Tous les Vimana étaient réputés indestructibles et parfaitement adaptés au combat. Pour piloter un Vimana, il fallait maîtriser un ensemble de connaissances, comparables à celles requises pour un pilote d'avion moderne, et regroupées en 32 secrets. Ils incluaient la structure de l'engin, les techniques de décollage et de manœuvre en toute sécurité, ainsi que des savoir-faire spécifiques comme comment se rendre visible ou invisible, comment se dissimuler, comment être rapide, ou encore comment gérer les phénomènes de contraction et d'expansion. Pour échapper à ses adversaires, le pilote d'un Vimana devait se hisser jusqu'à la 8e couche atmosphérique au-dessus de la Terre et tirer parti de la puissance des rayons solaires obscurs. Si cette consigne peut paraître étrange, d'autres instructions, plus plausibles, conservent une certaine pertinence dans le contexte de l'aéronautique moderne. Certaines sections des textes dédiés aux Vimanas mettent en lumière des aspects tels que les itinéraires de vol, la formation des pilotes, la navigation, mais également les tenues appropriées pour ces derniers, ainsi que les aliments recommandés pour de longs trajets. Ces écrits recèlent également des informations techniques détaillées sur l'utilisation de métaux absorbant la chaleur, les types de métaux employés et leurs points de fusion. Les défenseurs de l'idée que les Vimanas étaient plus que de simples mythes estiment que les anciens Indiens n'auraient probablement pas consacré autant de précision à une vulgaire légende. Ainsi, ces palais volants pourraient avoir été réels et extraordinairement en avance sur leur temps, à l'image de nombreuses autres inventions indiennes. Au VIe siècle avant notre ère, un chirurgien indien du nom de Sushruta a rédigé ce qui est considéré comme le premier manuel de médecine et de chirurgie. Surnommé le père de la chirurgie pour ses contributions, Sushruta a catalogué des centaines de plantes médicinales et décrit des interventions chirurgicales complexes. Il a notamment consigné des instructions pour des reconstructions nasales, ainsi que des greffes de peau transférées d'une partie du corps à une autre. La technique originale de rhinoplastie, qui consistait à prélever un fragment de peau sur le front pour reconstruire un nez, demeure utilisée aujourd'hui. Toutefois, à l'époque, cette intervention répondait à des besoins très différents de ceux d'impressionner le public des réseaux sociaux. Ces chirurgies étaient destinées à aider des individus ayant perdu leur nez en raison d'un châtiment ou de blessures subies au combat. C'est à un prodige des mathématiques indiens de l'Antiquité, nommé Aryabhata, que nous devons l'invention du zéro. Bien qu'elle puisse paraître anodine, cette découverte a été cruciale, car sans elle, il n'existerait ni système binaire, ni ordinateur. Avant le 5e siècle de notre ère, les gens se contentaient d'un simple symbole pour indiquer l'absence de valeur. Grâce à cette invention, l'addition, la soustraction et bien d'autres opérations sont devenues infiniment plus simples. Vous pouvez observer le plus ancien zéro connu, gravé sur le mur d'un temple de Gwalior, en Inde. Dès 1500 avant notre ère, voire plus tôt, la civilisation de la vallée de l'Indus utilisait des règles en ivoire. Ces instruments, retrouvés lors de fouilles sur les sites de l'actuel Pakistan et du nord-ouest de l'Inde, étaient couramment employés en architecture avec une précision remarquable. Chaque règle comportait des unités mesurant un peu plus de 3 cm, minutieusement divisées en sous-unités précises, jusqu'à une tolérance de 2 millièmes de centimètre. L'invention suivante relève davantage du concept que de l'objet tangible. La standardisation consiste à fixer des règles communes en s'appuyant sur un ensemble de critères, qu'ils soient humains, matériels ou d'intérêts variés. L'une de ces applications les plus notables, à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués, est celle des poids standardisés. Que l'on utilise des livres ou des kilogrammes, ces mesures universelles sont essentielles, n'est-ce pas? Pour cela, nous devons un grand merci aux marchands de la civilisation arapéenne, qui vivaient il y a près de 4000 ans. Ces derniers utilisaient des poids standardisés pour mesurer aussi bien des céréales que des produits de luxe. Leur système de mesure reposait sur des bases mathématiques décimales et binaires. Bien qu'ils n'aient pas disposé de technologies avancées,
Ils ont atteint une précision remarquable grâce à des calculs complexes et à l'utilisation ingénieuse de matériaux tels que le sable pour la construction. Leur expertise en matière de standardisation s'est diffusée jusqu'en Perse et en Asie centrale, devenant ainsi une norme mondiale en matière de pesée. Si le yoga est votre pratique favorite, vous avez une excellente raison de rendre hommage aux anciens sages indiens. Le yoga a été mentionné pour la première fois dans les Védas de la civilisation de l'Indus-Sarasvati, dans le nord de l'Inde, il y a plus de 5000 ans. Avec le temps, cette discipline a été perfectionnée et enrichie, devenant une vaste philosophie comprenant plus de 200 écrits sacrés consacrés à l'art d'atteindre l'illumination. Au début de notre ère, le yoga a pris une nouvelle dimension grâce à l'écrivain hindou Patanjali, qui a structuré la pratique dans son œuvre, les Yoga Sutras. Cette discipline s'est transformée en une méthode complète de rajeunissement du corps et en une pratique visant à prolonger la vie, avec des postures que l'on continue à exécuter sur les tapis d'aujourd'hui. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le yoga a gagné le monde occidental, où il s'est rapidement propagé. Le jeu d'échecs, souvent considéré comme le jeu de prédilection des intellectuels, est également une invention indienne. Son ancêtre, connu sous le nom de Chaturanga, était un jeu de stratégie sur plateau qui a commencé à se populariser environ 3000 ans avant notre ère. Cette version primitive des échecs se jouait à 4 joueurs au lieu de 2 et comportait 64 cases. Chaque participant disposait de 8 pièces, allant des pions au roi, en passant par les fous et les cavaliers. À cette époque, on n'utilisait pas de dés classiques à 6 faces, mais un dé oblong. Les joueurs qui s'affrontaient étaient en réalité regroupés en 2 équipes selon leur position. La version moderne des échecs, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve mention pour la première fois dans une légende de l'ancienne littérature indienne. Selon cette histoire, l'épouse du démon Ravana aurait inventé le jeu afin de divertir son époux. Le mot shampooin trouve son origine dans un terme hindi signifiant apaiser ou pétrir. Cette substance, inventée en Inde en 1762, servait à l'origine pour les massages crâniens, d'où son nom. Le premier shampoing était composé d'huile naturelle et de plantes. Les commerçants britanniques, séduits par cette idée, l'ont ramené en Angleterre. Puis il aura fallu plusieurs années pour que cette huile de massage évolue en shampoing tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais son origine reste indienne. Contrairement aux Grecs anciens, qui portèrent des peaux d'animaux, les Indiens ont commencé à cultiver le coton dès les 5e et 4e siècles avant notre ère. Ils utilisaient des fils de coton pour fabriquer des textiles, qui devinrent rapidement très prisés en Méditerranée et au-delà. Le jute et la laine trouvent également leurs racines en Inde. Le Cachemire, célèbre pour être la laine la plus fine et la plus luxueuse, provient de la région du même nom, située à la frontière de l'Inde, du Pakistan et de la Chine. Quant aux boutons ornant ces vêtements de Cachemire, ils ont également une origine indienne. Il y a environ 5000 ans, la civilisation de la vallée de l'Indus transformait des coquillages en forme géométrique percés de petits trous. Ces ornements, d'abord purement décoratifs, furent ensuite utilisés pour attacher les vêtements. Lorsque l'on évoque les pionniers de la communication radio, le nom de Marconi est souvent celui qui domine. En 1909, il a même reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux révolutionnaires. Pourtant, un autre génie, longtemps resté dans l'ombre, mérite d'être reconnu. Sir Jagdish Chandra Bose. Dès 1895, Bose a démontré le potentiel des ondes de communication radio. Lors d'une expérience à l'hôtel de ville de Calcutta, il a transmis une onde électromagnétique sur une distance de 23 mètres, traversant des murs, déclenchant une cloche et enflammant même de la poudre à canon. Marconi s'est inspiré de l'invention de Bose, le cohéreur à mercure, pour développer sa propre radio bidirectionnelle. Hélas, Bose n'a pas breveté son invention, et il n'a obtenu la reconnaissance de son génie qu'1 siècle plus tard. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs.
Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes, en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans.
c'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ses pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non ? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi ? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère ?
Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un OPART, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée.
On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Tartessos, une société mystérieuse et très avancée qui a autrefois prospéré, puis disparu soudainement sans crier gare. Mais avant leur disparition totale, ils ont accompli des rituels étranges, comme s'ils cherchaient à se protéger de quelque chose. Qu'a-t-il bien pu leur arriver? Essayons de le découvrir ensemble. Nous nous rendons dans le sud-ouest de l'Espagne, il y a environ 2500 ans. Autrefois se trouvait ici une splendide cité, le centre de commerce de Tartessos. Imaginez un temple au cœur d'une ville désertée, un édifice monumental de 2 étages à couper le souffle. Une puissante odeur de viande grillée emplit l'air et la fumée s'élève haut dans le ciel, embaumant tout le sanctuaire. Le soleil s'est déjà couché. Il est temps de se préparer pour le rituel. Nous pénétrons dans l'ancienne salle monumentale. À l'intérieur, des centaines de personnes se rassemblent autour d'une longue table en bois, ornée de poteries délicates et de bols faits de bronze. Ils boivent et festoient. Ces gens s'amusent bien plus que les animaux à l'extérieur du bâtiment qui sont en train d'être préparés pour le rituel. Chevaux, vaches, cochons, ânes et même des chiens. Tous ont été amenés ici pour apaiser les divinités. Et ce qui se passe après le rituel est encore plus incroyable. À la fin de la cérémonie, les gens saisissent des torches et incendient tout le bâtiment. Tout est réduit en cendres et en braises rougeoyantes. Et lorsque les dernières s'éteignent, on attrape des pelles et on commence à ensevelir l'endroit. Il leur faudra plusieurs jours pour enfouir l'ancien sanctuaire sous des tonnes de terre. Ils travaillent sans relâche. À certains endroits, l'épaisseur des couches de boue et d'argile atteindra plus de 4 mètres. Puis, ces gens, les derniers Tartésiens connus, quittent simplement l'endroit et disparaissent de notre monde, pour toujours. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils fait tout cela? Commençons par le commencement. Tartessos a été mentionné pour la première fois dans des textes grecs et romains il y a plusieurs milliers d'années. Mais pendant longtemps, nous ne savions pas exactement de quoi il retournait. Toutes ces descriptions étaient aussi confuses que contradictoires. Certains archéologues pensaient que Tartessos était un port maritime. D'autres croyaient qu'il s'agissait d'une rivière ou d'un réservoir. Certains allaient même jusqu'à suggérer un lien avec la mythique Atlantide, une idée vite rejetée par la communauté scientifique, faute de preuves. Mais aujourd'hui, enfin, nous connaissons la vérité. Tartessos était une ancienne civilisation située sur la péninsule ibérique, l'une des régions les plus méridionales d'Europe. Elle a prospéré du 9e au 5e siècle avant Jésus-Christ, avant de disparaître soudainement, il y a environ 2500 ans. Cette civilisation était prospère. La région possédait d'importantes réserves de métaux, se favorisant une économie florissante. De l'argent, du cuivre, du plomb et d'autres ressources étaient extraits des montagnes locales de la Sierra Morena. Presque tous les habitants s'adonnaient au commerce, une activité répandue chez eux. N'est-il pas étrange qu'il reste si peu de traces de leur existence? Peu de monuments de leur culture ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. En tout, les scientifiques ont pu identifier environ 20 sites archéologiques
liés à Tartessos à travers toute l'Espagne. 3 d'entre eux ont été mis au jour dans la vallée du Guadiana. Cancho Roano, Casas del Turuñuelo et La Mata. Commençons par le premier. Cancho Roano a été découvert en 1978. Cette trouvaille est l'une des pièces les plus significatives du puzzle tartessien. Il s'agit de l'une des structures les mieux conservées de cette civilisation. Non seulement les murs ont survécu jusqu'à nos jours, mais également l'autel, le fossé qui l'entourait et plusieurs artefacts, tels que des bijoux et des gobelets. C'était un bâtiment carré entouré d'un profond fossé rempli d'eau. Et pour être honnête, nous ne connaissons toujours pas sa fonction exacte. Nous supposons simplement qu'il pourrait s'agir d'un ancien temple. Certains rituels y étaient pratiqués, comme l'incendie du temple suivi de son ensevelissement sous d'épaisses couches de sable et d'argile. On y a même laissé quelques précieux artefacts, comme des outils et des bijoux en or. Passons à la découverte suivante. Casa del Turuñuelo est également l'un des complexes de cette époque les mieux préservés de tout le bassin méditerranéen occidental. Découvert il y a seulement quelques années, en 2015, il n'a pas encore été entièrement étudié. Mais nous savons déjà que cet endroit était plutôt étrange. Casas del Turuñuelo était un bâtiment somptueux et non un simple campement. On parle d'un lieu à l'architecture monumentale et impressionnante, avec de vastes escaliers, des voûtes au plafond, des matériaux raffinés venus de tout le pourtour méditerranéen, et les toutes dernières technologies de construction. C'était censé être un lieu de pouvoir, peut-être même un palais. Et oui, cet endroit est également devenu le décor de terribles rituels. On ne sait pas vraiment si les Tartessiens avaient dans l'intention de détruire ce lieu magnifique dès le début, mais c'est ici qu'ils ont réalisé le plus grand rituel de la région, impliquant plus de 50 animaux, y compris les plus précieux, les chevaux, qui étaient leur seul moyen de transport. Le fait qu'ils aient de sacrifier leurs chevaux peut indiquer qu'ils prévoyaient de rester ici pendant un certain temps. Peut-être espéraient-ils apaiser les dieux et s'établir sur ces terres. Le rituel a été réalisé exactement tel qu'ils le souhaitaient. Et, tout comme Cancho Roano, l'endroit a également été incendié. Une fois le rituel achevé, les habitants ont enseveli le site et sont repartis, disséminés à travers la péninsule ibérique. Aujourd'hui, c'est un lieu tranquille et déserté. Tout comme Cancho Roano, il se dresse ici intact depuis plus de 2000 ans. Notre dernière découverte est celle de La Mata, mise au jour bien plus tôt que les 2 autres, en 1930. La ressemblance entre elles est frappante, car La Mata a connu le même sort. Elle a été incendiée et oubliée pendant des siècles. Tout cela reste très étrange. Il semble que les Tartessiens fuyaient quelque chose. Peut-être que des événements les ont poussés à construire ces salles de banquet et à organiser des rituels à grande échelle. Ils ont pu croire que les dieux s'étaient détournés d'eux et auront tenté de les apaiser. Mais hélas, cela n'a pas fonctionné. En conséquence de quoi, ils ont été contraints de quitter leur temple et ont vite disparu à jamais. Et d'ailleurs, pourquoi ont-ils disparu après tout? Eh bien, c'est un autre mystère de cette civilisation. Une des questions les plus importantes est, savaient-ils qu'ils allaient disparaître ou cela a-t-il été inattendu? Ont-ils essuyé une catastrophe soudaine à laquelle ils tentèrent d'échapper? Ou était-ce autre chose? Les scientifiques ont plusieurs théories à ce sujet. La première théorie avance que plusieurs grands tremblements de terre et tsunamis consécutifs auraient pu se produire dans la région. Ces catastrophes naturelles auraient détruit ces peuplements et fortement démoralisé les survivants. Peut-être cherchaient-ils à échapper à cela. Une autre théorie évoque certains problèmes d'ordre commercial. Étant riches en minerais et dépendants de leur économie, tout problème à ce niveau aurait pu entraîner de graves difficultés. S'ils avaient connu une crise minière, alors les relations entre différentes nations auraient pu se détériorer considérablement, rendant la situation très difficile. La vérité se trouve probablement quelque part entre ces théories. La plus récente suggère qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, un tsunami de grande ampleur aurait frappé le port de Tartessos, endommageant gravement l'économie et détériorant les relations de Tartessos avec ses voisins. Quoi qu'il en soit, tout cela relève de la spéculation. Ce site est une véritable mine d'or pour les archéologues.
Il renferme une quantité immense d'informations et de secrets qui attendent encore d'être dévoilés. Les Tartésiens n'avaient aucune idée qu'en enterrant leurs artefacts, ils offraient un cadeau inestimable aux futurs chercheurs. Et tandis que les scientifiques poursuivent leurs recherches, nous pouvons d'ores et déjà admirer les découvertes faites jusqu'à présent. Les amateurs d'histoire peuvent admirer des outils tartésiens, des figurines de chevaux et des pièces en ivoire décorées au musée archéologique de Badajoz. Espérons que dans le futur, les archéologues en apprendront davantage sur cette civilisation et que nous découvrirons enfin ce qui leur est arrivé. Tu es un aventurier à la recherche d'un sablier d'or caché dans la jungle d'un pays exotique. Tu trouves enfin l'artefact. Dès que tu t'en empares, quelqu'un se met à crier. « Stop, c'est la police ! Les mains en l'air !» Tu regardes autour de toi et tu vois 2 officiers. Tu retournes le sablier et tu tombes dans un portail qui se forme soudainement et qui t'emmène à travers l'espace et le temps. « Et toi, étranger, ne bouge pas! Que fais-tu dans notre temple ?» Tu regardes autour de toi et tu vois 2 hommes munis d'épées. Ce sont les policiers de l'ancienne Babylone. Ce vaste royaume de Mésopotamie a été le premier de l'histoire à inventer une liste de lois et de sanctions en cas de violation. La liste de ces règles, appelée Code d'Hammurabi, contenait 282 lois. Elles ont été gravées sur des piliers de pierre aux alentours du Xe siècle avant notre ère. Ces lois contenaient des règles concernant la famille et le comportement en société et étaient généralement similaires aux lois des civilisations modernes. Les autorités de Babylone ont créé des brigades de police spéciales composées d'habitants de la région. Leur objectif était de veiller à l'ordre public et de s'assurer que personne n'enfreignait la loi. Certains documents relatifs au travail de CES Escouade ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Ils racontent comment la police antique empêchait les fêtes bruyantes, surveillait le recouvrement des impôts et recherchait les voleurs et les pillards. En général, leur routine était similaire à celle de la police moderne. Ils gardaient Tilepo et Temple et veillaient à que rien ne leur soit volé. Tu es maintenant dans leur temple, avec le sablier d'or dans les mains. Le sable s'écoule et tu te téléportes à un autre endroit. Nous sommes au XIVe siècle. Tu te trouves au Nigeria, dans une plaine brûlante, sous un soleil de plomb. Tu entends quelqu'un s'approcher de toi par derrière. « Arrête! Ne bouge pas! Ton sort sera décidé lors de la réunion. » 2 gardes Okonko, membres de l'ethnie Igbo, s'approchent de toi en tenant des lances. L'Okonko se compose de riches et de pauvres, de jeunes et de vieux. Ils étaient les juges de la justice et veillaient à ce que personne ne viole les lois. Chaque village avait sa propre brigade d'Okonko. Ils punissaient sévèrement ceux qui trichaient ou faisaient du tort à d'autres personnes. L'Okonko réglait également les conflits fonciers. Avant de prononcer un verdict ou une sentence, l'Okonko en discutait lors de réunions publiques. Tu n'as pas enfreint leurs lois, mais tu es un étranger dans leur village et ils veulent t'attraper. Heureusement, le sablier te téléporte hors des lieux. Tu es à l'intérieur d'un temple de l'Égypte ancienne. Tu entends des chiens qui aboient, des singes qui crient et des voix humaines. Qui êtes-vous ? Tu te retournes et tu vois les Medjay, la police de l'empire du milieu de l'Égypte ancienne. Ces hommes expérimentés, armés d'épées, patrouillent dans les rues avec des chiens et même des singes. Ils résidaient dans le royaume voisin de Nubie. Cependant, à mesure que le territoire égyptien s'étendait, ils ont offert leur service en tant que gardiens de l'ordre. Au cours du Nouvel Empire, les prêtres du temple d'Égypte exerçaient des fonctions de police. Ils protégèrent les temples et arrêtèrent les pillards et les voleurs. Si quelqu'un volait un objet dans un temple, les prêtres du temple arrêtèrent le voleur et menaient leur propre enquête. Ils ne mèneront aucune enquête cette fois-ci, car tu disparais et tu poursuis ton voyage. Tu es maintenant dans une jungle chaude. Tu peux voir de grands bâtiments en pierre à travers les buissons et les arbres et tu entends une rivière couler et des voix de gens. Tu es à côté d'une grande zone agricole. On dirait une civilisation moderne dans une forêt tropicale. Mais nous sommes au XVe siècle, dans l'Empire Inca, sur la côte sud-américaine. Ici, les policiers sont appelés Tokrikok, ce qui signifie « celui qui voit tout ». 2 Tokrikok passent à côté de toi sans rien te dire. L'Empire Inca disposait d'un système juridique développé, et personne ne pouvait t'arrêter juste comme ça. Celui qui accuse une autre personne d'avoir violé la loi doit être d'un rang supérieur à celui de l'accusé. Les Tokrikok étaient donc les personnes les plus haut placées dans les villes. Ils veillaient à l'ordre et procédaient également au recensement de la population. Ils étaient également chargés de la distribution des terres et de la construction des routes et des ponts. Ils tenaient tous les procès en public et punissaient les auteurs de violations graves. En revanche,
Les petits voyous n'étaient soumis qu'à un blâme public. Ici, on se sent en sécurité grâce à des lois sévères mais justes. Mais le sablier s'agite et t'emmène vers la Grèce antique. Et pour être honnête, tu n'as pas de chance car c'est la Crypteia de Sparte qui est en charge ici. Ces durs à cuire se sont entraînés au duel dès leur plus jeune âge et ont développé une force et une endurance incroyables. Oui, tout était comme dans les films. Crypteia signifie « caché ». Cette police agit toujours prudemment et discrètement pour porter un coup décisif. Ils n'avaient pas d'armure ni de grandes épées. Ils portèrent des vêtements légers et des couteaux aiguisés. Le Crypteia maintenait l'ordre et s'assurait que les fermiers payèrent les impôts et partageaient leurs récoltes. Il réprimait également toute rébellion parmi la population. Contrairement à la police des autres pays, la Crypteia travaillait la nuit et se reposait le jour. Comme il faisait jour, personne ne t'arrêtera. Mais si c'était la nuit, tu aurais eu du mal à échapper à la police spartiate. Tu te téléportes dans l'ancienne Judée, où un système judiciaire équitable était très apprécié. Chaque ville avait son juge et 2 soldats entraînés sous son commandement. On les appelait les chotérim judéens. 6 combattants étaient excellents au tir à l'arc et à l'épée. Ils étaient chargés de vérifier et de fixer les prix du marché et de résoudre les problèmes de propriété privée et de sécurité publique. Les chiens doivent être enchaînés dans chaque maison. Il ne doit pas y avoir de fosses dans les rues. Et la vente de couteaux et d'épées doit être strictement réglementée. Toute violation de la loi faisait l'objet d'une enquête et d'une procédure judiciaire. Les habitants ont vraiment apprécié cet ordre et l'ont payé en tant que contribuable. Le sablier d'or te transporte dans l'Afrique de l'Ouest du XVe siècle. Tu es dans l'Empire Songhai. C'est l'un des plus grands pays d'Afrique de l'Ouest, doté d'une police de premier ordre appelée Cadi. Les infractions graves étaient punies cruellement, si bien que les gens avaient peur d'enfreindre la loi. Les cadis étaient des fonctionnaires nommés par le roi. Ils décidaient qui devait passer en cour martiale et qui devait être puni d'une petite amende. Ils surveillaient non seulement l'ordre dans les villes, mais aussi l'environnement du roi. Si quelqu'un voulait commettre une trahison ou renverser le souverain, le cadi le découvrait et neutralisait la menace. Tu te retrouves dans un endroit très chaud. Mais pas parce que le soleil est brûlant, mais parce qu'il y a des flammes partout. Le bâtiment dans lequel tu te trouves est en feu, et tu ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, 2 hommes courent à l'intérieur et te sortent de là. Ils viennent de te sauver la vie. Voici les vigiles, la police de l'Empire romain. Plus précisément, il s'agissait de pompiers. En au 21e avant notre ère, l'empereur romain a ordonné à ses sujets d'éteindre les incendies dans les maisons des nobles et des pauvres ordinaires. L'empereur a reçu des éloges pour cela et a décidé de créer le premier service public de lutte contre les incendies à Rome. Les vigiles patrouillaient dans les rues et éteignirent les incendies causés par la chaleur ou les voyous. Bientôt, les vigiles ont commencé à maintenir l'ordre et à attraper les voleurs. Ils portèrent des armures légères et disposaient de fouets et de bâtons. Tu n'as pas le temps de les remercier de t'avoir sauvé la vie, car le sablier t'emmène à une autre époque. L'Empire maurien, qui a duré de 320 et 1e à 185e avant notre ère, a été le premier empire de l'Inde ancienne. Tu n'as pas eu le temps de faire quoi que ce soit, puisque 2 gros bras t'ont attrapé et t'ont bandé les yeux avec un chiffon. Ils t'ont emmené à l'interrogatoire. Chaque ville de cet état avait un chef de police et son équipe appelée GOPS. Ils faisaient tout le travail de police et espionnaient pour le compte de l'empereur. Ils recherchaient d'autres espions, enregistraient les nouveaux visiteurs et les suivaient. Ils patrouillaient dans les rues, maintenaient l'ordre et savaient tout ce qui se passait dans les villes. Ils allaient te mettre en cage, mais tu as disparu de leurs mains. Tu es enfin revenu au 21e siècle. Il n'y avait plus de sable dans la partie supérieure du sablier. Tu envisages donc de commettre un petit volume pour voir comment la police moderne réagirait. Mais le sablier réapparaît et te dépose en prison pour que tu puisses voir les choses de près. Puis tu te réveilles. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre.
Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site ? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles ? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction Nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant ? Eh bien, Paléodiction Nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés ? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930.
Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement ? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande ? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre, et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science ? Est-ce lié à un gaz inflammable ? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout ? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace ? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan ? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres ? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre.